D'une manière générale, la vie n'est plus intéressante du tout pour moi. Tout a mal tourné. À la place des règles du communisme, nous avons les règles du KGB. Je ne suis arrivé à rien. В истории 20 века есть только еще одна партия, которая не осуждена за свои преступления. Это КПСС и ее тайная подпольная организация КГБ. Долой КПСС, долой КГБ, да здравствует революция! 1991. L'Union soviétique s'effondre. C'est la fin de 70 années d'oppression. Pour en finir à jamais avec le communisme, un procès s'impose pour en condamner ses crimes. Владимира Константиновича Буковского. Porté par le dissident russe Vladimir Bukovski, ce Nuremberg du communisme va finalement avorter. Ils n'auraient pas dû nous empêcher de faire un procès à Moscou en 91-92. Là, les choses auraient changé. Mais ils ne nous ont pas laissé une chance. Le monde ne voulait pas l'entendre. Vladimir Bukovski est une icône, un martyr de la dissidence. Sa vie, il l'a dédiée tout entière à l'avènement d'un régime démocratique en Russie. Son plus grand projet, créer un tribunal international pour juger les 100 millions de morts du système communiste soviétique. Владимира Константиновича Буковского. Пожалуйста, произнесите текст присяги и подпишите. Обязуюсь правдиво и полно изложить Конституционному суду Российской Федерации все известное мне по делу. Bukovski est une personnalité légendaire. C'était un homme avec une volonté de fer qui inspirait un grand respect dans la population. C'était un jeune mec qui, dès l'âge de 16 ans, avait commencé à manifester à la place Mayakovsky avec un groupe qui avait publié des textes, etc. Il a toujours été dissident, Bukovski. C'est ça qui est admirable chez lui, je veux dire. C'est même un cas quasiment unique dans la dissidence. Très jeune, 16 ans, commence à manifester et il est là et il se fait déjà tabasser, il se fait déjà embarquer, etc. C'était le dissident avec un D majuscule. Il était bien sûr un dissident comme tous les autres, mais il était, disons, un peu plus irréprochable que beaucoup d'autres. Certains se permettaient des écarts, des faiblesses, des compromis. Bukovski, lui, était inflexible. Il n'a jamais pactisé, il n'a jamais faibli. Cette espèce de pointe de diamant, si vous voulez, totalement engagé contre le système, par haine du système. Il est l'un des premiers à avoir dénoncé l'utilisation de la psychiatrie comme moyen de répression par le pouvoir soviétique. À 34 ans, Vladimir Bukovski totalise plus de 12 ans de détention en camps de travail, hôpitaux psychiatriques et prisons. Et puis un matin de décembre 1976, il retrouve la liberté. L'échange entre le dissident soviétique Vladimir Bukovski et le secrétaire général du Parti communiste chilien Luis Corvalán s'est donc déroulé aujourd'hui à Zurich, peu après 12h30. À l'époque de cet échange de 76, il n'y avait pas d'Internet. Mais il y avait ce qu'on appelle l'AFP, l'agence France-Presse, le Reuters, et vous avez ce qu'on appelle un urgent qui tombe. C'est petit à petit, il y a des petites cloches rouges qui apparaissent sur le texte. Et urgent, 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 il y a marqué urgent, urgent. Échange Bukovski-Corvalán. On l'apprend alors que les avions sont déjà quasiment atterris. Hein. Alors, vous imaginez l'effervescence dans les rédactions. Il fallait y aller, il fallait y être. Un moment historique sans doute. Deux pays au régime totalement différent décident pour la première fois d'échanger des personnes poursuivies et incarcérées pour le seul délit d'opinion. Quelques va-et-vient de voitures entre les deux avions stationnés à 200 mètres l'un de l'autre et Corvalán, sans avoir pratiquement posé le pied sur le sol suisse, se trouvait déjà à bord de l'appareil de l'Aéroflotte, donc en territoire soviétique. Il en fut autrement pour Bukovski, qui fit une courte apparition. Ma libération ne m'a été annoncée que ce matin. En franchissant la frontière soviétique, on m'a retiré les menottes et on m'a déclaré que j'étais libre. C'était comme une seconde naissance.
Si j'étais resté en prison, je serais probablement mort au bout de quelques années. Et puis, lorsqu'on lui a demandé « Que souhaitez-vous à M. Brejnev pour ses 70 ans ?», Vladimir Boukhovski a répondu, ce qui a d'ailleurs provoqué un éclat de rire général, « Je lui souhaite d'être échangé contre M. Pinochet ». C'est pas banal un échange entre un secrétaire général de parti communiste chilien avec un dissident soviétique. Que le Chili de Pinochet s'arrange avec l'Union soviétique de Brejnev pour faire un échange comme ça montre bien qu'il y a une communauté de pensée, d'idées, de fonctionnement entre ces deux systèmes. Cet échange était pour Boukhovski une victoire politique. Et ce qu'il représentait, c'est-à-dire les dissidents. C'était une défaite de l'Union soviétique finalement. Ils ont dû admettre qu'ils avaient des prisonniers politiques, alors qu'avant, ils étaient dans le déni. Nous n'étions pas appelés prisonniers politiques, mais criminels d'État spécialement dangereux. C'était notre nom officiel. Et en m'échangeant comme prisonnier politique, selon leur définition, ils ont dû reconnaître que j'étais un prisonnier politique. Ils ont perdu. C'était une sorte d'erreur de leur part de le faire. À l'issue de cet échange, Vladimir Boukhovski s'installe définitivement au Royaume-Uni et reprend ses études de neurophysiologie à l'université de Cambridge. Il écrit des livres, des essais politiques et continue de témoigner aux quatre coins de la planète sur les répressions du système communiste soviétique. Le putsch d'août 91 à Moscou infléchira son destin. Alors que Mikhail Gorbatchev est en vacances dans sa résidence de Foros en Crimée, 500 chars envahissent Moscou pour occuper les points névralgiques de la ville. Un groupe de putschistes constitué de militaires, de KGBistes, tous membres conservateurs du Parti communiste d'Union soviétique, tente de s'emparer du pouvoir. Je ne savais pas que le putsch allait arriver, mais je n'ai pas été surpris du tout. C'était logique. Il était évident que l'URSS était sur la fin. Le système soviétique était officiellement au pouvoir, mais en réalité, il n'y avait pas de pouvoir. C'était complètement libre. Les médias n'étaient plus contrôlés. Il était évident que ça allait exploser. Ce coup fatal porté à l'Union soviétique prend ses racines dans la perestroïka, le programme de réforme initié par Gorbatchev en 1985 pour moderniser le pays. Cette liberté d'expression nouvelle incite de nombreuses républiques soviétiques à revendiquer leur indépendance politique. Au parti, l'ambiance se tend entre les conservateurs qui craignent que l'URSS disparaisse et les réformateurs de Boris Yeltsin qui veulent sa dislocation. Dans le même temps, la situation économique s'aggrave et se transforme en crise sociale. Durant toute l'année 91, on voyait qu'étaient en cours des actions pour mettre fin à la perestroïka, à la glasnost. Des actions pour rendre le pouvoir aux vieilles structures de l'État. Nous savions que les autorités essaieraient de stopper le processus de désintégration d'une manière ou d'une autre. Mais la résistance aux putschistes s'organise rapidement. Après 3 jours de confusion, la situation bascule grâce à l'opposition du président russe, Boris Yeltsin. Tournant la situation à son avantage, il prend la tête de la mobilisation contre les putschistes, soutenue par des milliers de moscovites, auxquels se rallient les unités militaires. Проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. Yeltsin sur un tank, venu pour nous intimider et nous arrêter, qui lit son appel à l'adresse du peuple et nous montrant sa détermination. Cela a été le premier et peut-être le moment le plus décisif qui a fait que les putschistes n'ont pas réussi à parvenir à leur fin. До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке. Забастовка! 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 Армия с народом! Армия с народом! Армия с народом! Сегодня приняло решение
объявить государственным флагом России трехцветный флаг. C'était incroyable ce qui se passait autour de la Maison-Blanche. On avait l'impression que tout Moscou s'était rassemblé là. Les gens avaient goûté à la liberté et ils ne voulaient plus qu'on les en prive. Lorsqu'on leur demandait pourquoi ils étaient venus, ils disaient « Nous défendons la Russie, nous défendons la liberté ». Ce qui a surpris, c'est la puissance de l'Union populaire. Je suppose que les putschistes ne s'attendaient pas à ce que notre peuple fasse preuve d'autant de conscience, de compréhension de ce qui était en train de se passer et soit aussi courageux lorsqu'il s'agit de défendre son pays. La victoire sur les putschistes a permis de mettre en évidence le leadership de Boris Yeltsin et de la Russie dans l'Empire soviétique. Et c'est à ce moment-là que, de fait, l'Union soviétique a cessé d'exister. Moscou abrite désormais deux pouvoirs. Celui de Boris Yeltsin, président russe en pleine ascension, et celui du président soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, en déroute totale. On a pris les choses en main pour agir et encore agir. Le président Yeltsin a procédé par décret qui ont interdit l'activité de tous les partis, et avant tout du Parti communiste dans les organisations gouvernementales, dans les entreprises et les écoles. Pour nous, c'était la première chose à faire. Товарищи, для разрядки разрешите подписать указ о приостановлении деятельности российской компартии. Gorbatchev lui-même, sous la pression de Yeltsin, a dû interdire le Parti communiste. Donc, officiellement, le Parti communiste d'Union soviétique a cessé d'exister sous les ordres de son secrétaire général, Gorbatchev. Mais, évidemment, les ordres lui avaient été imposés par Yeltsin et les siens. Enfin, nous avions tordu le cou aux communistes. Après les événements du mois d'août, la population était exaltée. Les gens avaient très envie de démanteler les monuments pour marquer leur victoire, pour montrer qu'ils se débarrassaient des symboles communistes, des monuments des bourreaux. Ça a été un beau moment où la société a su imposer sa volonté aux hommes politiques. Elle ne voulait pas une révolution. Il n'y avait pas d'agressivité. Le sang n'a pas coulé, mais il y avait un besoin fort de marquer le coup de la victoire sur le communisme. Дорогие друзья, поздравляю вас с тем, что с сегодняшнего дня начинается послекоммунистическая эпоха в истории многострадальной нашей Родины. Après le putsch, on avait l'espoir de faire quelque chose de concret qui nous permettrait de dire qu'en Russie, c'en était vraiment fini du communisme, que le pouvoir soviétique n'existait plus et que toute cette sale histoire de totalitarisme était bel et bien derrière nous. Une de mes premières réactions était que cela ne serait pas fini tant qu'il n'y aurait pas de procès, tant que les crimes commis par le régime n'auraient pas été jugés, qu'il y ait au moins une certaine repentance dans le pays. Et la meilleure façon d'initier cette repentance était d'avoir un procès pour forcer le pays à faire face à ce que le régime avait fait. Nombre de mes collègues de l'association Mémorial et moi-même soutenions l'idée que l'analyse du passé ne pouvait se faire sans un examen juridique, c'est-à-dire un procès. L'idée était de faire un procès international à l'image du procès de Nuremberg, avec une charte spéciale rédigée pour l'occasion. Le procès devait reconnaître que le communisme était un système criminel pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Нас ждет важная очень веха. Нас ждет второй Нюрнбергский процесс.
L'idée d'un procès à l'image de celui de Nuremberg existait depuis longtemps. À la période soviétique, on se disait que c'était quelque chose qui finirait un jour ou l'autre par arriver. C'était l'idée que la justice allait gagner, l'espoir que les criminels seraient punis un jour. Et au début de la perestroïka, les gens ont commencé à croire que ce rêve pouvait se réaliser, que tout était possible. Plus le temps passait, plus nous avions de raisons d'y croire. Et en août 1991, beaucoup ont cru que ce rêve lointain allait enfin devenir réalité. Le plan était très simple. Il dépendait bien sûr des autorités russes de l'époque. Sans les autorités, nous ne pouvions pas avoir accès aux documents secrets. Nous ne pouvions pas non plus organiser l'audition de témoins. Tous les crimes devaient être exposés et tous les documents devaient être présentés. L'idée était d'en finir complètement avec le système communiste. Pas juste avec des mots, mais en réalité. Ainsi, 15 ans après son étonnant départ du RSS, Vladimir Boukhovski y retourne, bien décidé à convaincre les nouvelles autorités démocratiques d'ouvrir les archives du parti et de juger les crimes du communisme. Il n'a jamais capitulé. Sa conscience de dissident s'est forgée à Moscou, sur le toit de l'Hôtel National, le jour de la mort de Staline. Il avait 10 ans. La mort de Staline, c'était probablement un des moments clés de ma perception du monde. C'était un grand choc pour moi et ma génération en particulier, parce que nous avons été élevés avec l'idée que Staline était un dieu. Et soudain, Dieu était mort. On nous avait dit que c'était notre père, et notre père était mort. Le pays était complètement choqué. La plupart des gens essayaient de pénétrer dans la maison des colonnes, où le corps de Staline était couché, et de rester pour le voir. J'avais 10 ans. Nous étions encore des enfants. Nous n'avons pas suivi cette foule. Nous savions que nous nous serions fait écraser. Donc, nous sommes passés par les greniers, les toits, les caves, afin de nous approcher le plus près possible de l'Hôtel National. Et assis sur le toit, nous observions devant nous cette foule sinistre qui allait voir la dépouille de Staline. C'était une sorte de moment philosophique pour moi. Mon premier sentiment était qu'il n'y avait plus d'autorité, plus de pouvoir sur nous. Staline était supposé penser pour nous tous. Dans nos livres d'école, vous aviez une image de Moscou, la nuit. Tout était sombre. Il y avait juste une fenêtre éclairée au Kremlin. Staline travaille et pense encore pour nous. Et soudain, cette lumière s'est éteinte. Personne ne pense plus pour nous. Nous devons penser par nous-mêmes. Finalement, j'ai pris conscience d'une chose très importante. Ces gens en bas, dans la rue, s'entretuant pour voir le corps de leur dieu mort, ils avaient tort. Ils n'étaient pas Dieu. Sinon, ils ne seraient pas morts. Et soudain, l'idée qu'une majorité de gens pouvaient avoir tort me vint à l'esprit. Voilà comment j'ai commencé à penser à l'âge de 10 ans. Cela paraissait incroyable que Boukhovski, qui avait été expulsé du pays peu de temps auparavant, revenait tout d'un coup. C'était un signe de changement, un symptôme de changement politique. Même le retour de Solzhenitsyn ne représentait pas un événement aussi fort que le retour de Boukhovski.
Je n'ai jamais parlé en tête-à-tête avec Boris Yeltsin. Je connaissais son entourage direct, son numéro 2, son numéro 3, avec qui j'avais à travailler. Yeltsin lui-même était une vieille sorte d'apparatchik. Négocier avec lui aurait été plus difficile pour moi. Il était plus facile de parler avec les jeunes autour de lui. Nous nous sommes rencontrés, bien sûr. Vladimir Boukhovski était alors pour nous une personnalité légendaire. Il était, et il reste, le symbole de l'homme libre, ayant méprisé l'oppression exercée par ce régime totalitaire. Afin de convaincre l'entourage de Yeltsin, j'ai utilisé l'argument de l'animal blessé. C'était plus pragmatique. Je n'aurais pas parlé de la repentance et de la nécessité pour la société de faire face à ces crimes. J'ai parlé d'une lutte politique et du fait que le système soviétique à ce moment était comme un animal blessé. Et que tant que nous ne l'achèverions pas, il se relèverait et nous sauterait dessus. Donc, nous devions l'achever. C'est la règle. Tous les chasseurs le savent. Et évidemment, ils ont parfaitement compris cette logique. Je l'ai encouragé. Et Boris Yeltsin l'a aussi soutenu sur toute la ligne. La nécessité pour ce procès était, symboliquement, je dirais, d'avoir des juges. Qui allaient être les juges? Ils n'aimaient pas l'idée d'un procès formel. Ils ont dit, bon, n'appelons pas ça un procès, appelons ça une commission. J'ai dit, d'accord, peu importe comment vous l'appelez, tant qu'on le fait. Alors nous sommes arrivés au compromis qu'il y aurait une commission mixte d'historiens, de spécialistes, venant de l'Ouest et de Russie, qui serait perçue comme l'autorité qui juge. La plupart d'entre eux étaient d'accord avec moi. Certains étaient très enthousiastes. Mais ils m'ont dit qu'il ne serait pas très judicieux que ce soit eux, le gouvernement, qui annonce ce procès. Cela aurait pu être interprété comme une vengeance politique. Puisque vous avez eu cette idée, me disent-ils, vous l'annoncerez-vous en tant que société civile? J'ai dit oui, pas de problème pour moi. Je le ferai. Dans l'idée d'annoncer la possibilité d'un tel procès, comme l'avait suggéré le gouvernement, j'ai participé à un débat télévisé avec Vadim Bakatin, le tout nouveau patron du KGB. L'équipe de télévision et moi-même avons été accompagnés à la Loubianka, au quartier général du KGB, et nous avons fait ce débat dans un bureau officiel du KGB. J'étais bouleversé d'être là. J'avais été plusieurs fois dans cet immeuble, mais en qualité de prisonnier, pas comme un homme libre. Et j'entrais évidemment par une autre entrée. L'entrée de derrière pour les prisonniers, pas par l'entrée principale. Et je dirais, je n'étais pas très heureux. Je pensais, regarde ça, tant d'années après, le système s'est effondré, mais ils sont toujours là. Ils ont encore le pouvoir. J'étais très désappointé. L'impossible hier devient possible aujourd'hui. Voici le dialogue entre le chef du KGB et le dissident Vladimir Boukhovski. C'était intéressant car en principe Bakatin incarnait un profil nouveau. Cet ancien fonctionnaire adhérait à l'esprit du nouveau gouvernement. Il considérait que le KGB devait être démantelé et que des anciens dissidents, comme Boukhovski, devaient non seulement être acquittés, mais pouvaient même devenir des figures acceptables dans la vie politique. Le 9 septembre 1991, 3 semaines à peine après le putsch, la télévision russe diffuse ce face-à-face étonnant. Мне кажется, что мы имеем некий моральный долг перед человечеством. Мы должны эти тайны теперь раскрыть, расследовать объективно. Желательно, чтобы это было международной комиссией, с моей точки зрения. Комиссией выдающихся историков. Разумеется, с участием наших отечественных историков. Я противник Нюрнбергских трибуналов, но вот это вот как бы исторический трибунал, который не над людьми, а скорее над идеологией, системой. Я сам держал в руках вот это дело на своего деда.
который был расстрелян в августе 1937 года, за несколько буквально там дней до того, как я родился. Донос, он с фамилией. И я эту фамилию очень хорошо помню. Вы меня ночью разбудите, я буду знать фамилию. Но у меня нет никакого чувства, допустим, там, желания там отыскать, желания мстить, разобраться. Поэтому здесь тоже есть очень большая опасность. Очень большая опасность. Кровная месть. Да, кровная месть и так далее. Поэтому здесь тоже нужно подумать, чтобы мы еще одну, так сказать, каплю в наше и без того растревоженное такое общество, капельку бензина, как говорится, не добавили, чтобы тут не полыхнуло. Я полностью согласен, безусловно, нельзя это, иначе это просто вызовет больше ненависти и больше злобы. А наша с вами задача как бы похоронить этот период достойно. Но это, по-моему, наша обязанность. По поводу обязанностей у меня нет никаких сомнений, и я, в общем, в принципе, абсолютно с вами согласен, что истину надо восстановить, ее надо, конечно, по крайней мере, узнать. И такую схему, в принципе, надо принимать, в принципе, но подумать о том, как мы должны ее оформить, в смысле и право, и потом подумать и о последствиях. Cette conversation et cette émission de télévision ont aussi été le signe d'un changement. Le siège du KGB accueillait maintenant celui qu'ils avaient durant de très nombreuses années fait croupir dans des camps et en prison. Ça semblait être la preuve que la justice reprenait le dessus. Ну что ж, Вадим Викторович, пожелать вам успеха, посочувствовать и пожать руку первому главе КГБ, которого я в своей жизни видел. C'était un peu comme une sorte de choc pour beaucoup de gens en Russie. Parce que quand Bakatine a accepté mon concept de procès ou de commission, nous nous sommes serrés la main. Certains de mes amis me l'ont reproché, mais pourquoi ne l'aurais-je pas fait s'il était d'accord pour faire ce que je suggérais? Je pense que ce geste symbolique, quand les deux hommes se serrent la main, a été mal interprété par tout le monde. Les KGBistes ne comprenaient pas comment le chef de leur service pouvait serrer la main d'un ennemi du peuple. Et les dissidents disaient la même chose. Comment un ancien dissident peut-il serrer la main d'un KGBiste? On ne peut pas dire que tout est noir ou tout est blanc et accuser Bakatine de rester un ennemi. Chaque individu, même un ancien membre du parti, a la possibilité de changer, de prendre conscience des choses, de prendre les bonnes décisions. Et Bakatine, en ce sens, était un exemple pour l'avenir de la Russie. Beaucoup d'opinions se sont exprimées après ce débat télévisé. Ce qui était bien, c'était un débat public. C'était d'une certaine façon le coup d'envoi du projet. Il fallait désormais gérer le problème des archives, organiser l'accès aux 60 millions de documents secrets du Parti communiste. À la suite du putsch, la foule a encerclé l'immeuble du comité central et a fait sortir les employés, ainsi que les agents de la sécurité. Tout l'immeuble a été mis sous scellé. Tous les documents étaient là-bas. Et c'était dans les mains du gouvernement russe, pas dans celles du gouvernement soviétique. Ainsi, nous pouvions compter dessus. Ce qui importait, c'était d'établir un certain nombre de principes, conformément auxquels les archives devaient d'abord devenir accessibles, puis être étudiées, pour qu'enfin, elles puissent être progressivement rendues publiques. C'est tout cela que nous avons dû concevoir sous forme de projet. Projet avec lequel Boukhovski a démarché les bureaux du Kremlin. On m'avait dit d'en parler avec le responsable du service des archives, un certain docteur Rudolf Pichoya. Les archives, c'est une sorte d'ombre envoyée vers le futur par l'État et ceux qui ne sont plus. Et j'ai parlé avec lui. Nous avons discuté de la façon dont nous pourrions organiser la commission internationale d'experts, comment ils auraient accès aux documents, comment procéder et qui ferait partie de cette commission, de choses comme ça. Nous avons établi les conditions par écrit. Nous avons rédigé un accord incluant les noms des différentes organisations et des centres de recherche internationaux qui participeraient à ce projet. Puis, nous avons signé un accord préliminaire sur la formation d'une commission qui serait autorisée à consulter ces documents. Officiellement, il était d'accord avec tout ça.
Mais j'ai senti que dans son cœur, il n'était pas très heureux de cette idée. Picoya était lui-même historien. Il n'avait pas envie de laisser à des concurrents l'accès aux archives parce qu'il comprenait qu'elles étaient sous son contrôle. Le pouvoir russe, Eltsine et son entourage n'étaient absolument pas prêts à ce que l'opinion publique internationale vienne mettre son nez dans les sacro-saintes archives du pouvoir soviétique. Il n'y avait pas d'issue. L'affaire était close. Son idée au sujet d'un comité international, idée que nous avions soutenue, était non seulement irréalisable, elle devenait même utopique. Il s'est rendu compte que le nouveau pouvoir en Russie, sans être dans la même ligne que l'ancien régime, gardait tout de même les traditions de la nomenclature soviétique, avec le souhait de tout contrôler, tout réguler. Et en ce sens, son mécontentement était complètement justifié. J'ai quitté Moscou en ne voulant plus y revenir. J'étais vraiment en colère. Et surtout, j'étais triste. Parce que c'était la dernière chance pour le pays de s'en sortir. Et cette chance, il l'avait hélas laissé passer. Quand Boukhovski dit qu'il était déçu qu'une commission ne soit pas créée pour dénoncer les crimes du parti, il faut bien comprendre que personne n'avait l'intention d'en créer une. Et si ça avait été le cas, je peux vous dire que je l'aurais su. Quand Boukhovski l'a proposé à Boris, mon mari, ce n'était pas possible. Boris ne pouvait pas promulguer un décret. Il était sûr à 100% que le Conseil suprême allait s'y opposer. Il voulait régler cette question, mais il a vite compris que ce serait compliqué. À Vladimir Boukhovski, en tant que personne respectable, en tant que victime de ce système et en tant que personne disposant à l'époque d'un grand capital de sympathie, on disait « Oui, oui, bien sûr, et il faut le faire ». Et une fois qu'il quittait le bureau, tout en restait là. L'idée d'un procès contre le Parti communiste, formidable en tant que tel, était techniquement absolument impossible à réaliser. Dans les conditions dans lesquelles nous étions, cela aurait pu provoquer une destruction de ce nouvel État fragile qui venait de se former en Russie après le putsch. Je me souviens très bien de la situation dans laquelle nous étions le 22 août 1991, quand la statue de Dzerzhinsky était en train d'être déboulonnée, parce que nous avions peur d'une chose, que la foule avance vers le bâtiment du KGB, que le KGB réponde par le feu et que tout se termine ainsi. Lorsqu'on déboulonnait cette statue de Dzerzhinsky, on se disait qu'il fallait maintenant s'emparer du siège du KGB, qu'il fallait l'encercler, y pénétrer et au moins réquisitionner les archives. Mais déboulonner la statue a apaisé les esprits. Les gens ont senti qu'ils avaient déjà obtenu quelque chose et ils se sont dit qu'ils pourraient revenir le lendemain. Le jour suivant, une foule considérable s'est de nouveau retrouvée sur la place avec la ferme intention de s'emparer du siège du KGB. Mais le pouvoir, le nouveau pouvoir en place, craignait ce genre de retournement. Yeltsin est arrivé et a appelé au mégaphone à ne pas entreprendre ce genre d'action. Il a annoncé qu'il venait de nommer un nouveau directeur à la tête du KGB, Bakatin. Ce qui, bizarrement, a été accueilli par la foule avec des applaudissements et des cris de joie. Après, il a demandé à tout le monde de se disperser en leur disant qu'il voulait les voir tous rentrer chez eux. Cela a été dit comme ça. L'autorité de Yeltsin était assez forte à ce moment-là. On le considérait comme un guide vers la démocratie. Et les gens lui ont obéi. Voilà comment il a sauvé le KGB. Déjà à ce moment-là, il était devenu clair que le nouveau pouvoir, tout comme l'ancien, avait non seulement peur du KGB, mais pensait de la même façon que la police politique lui était indispensable. Quand on a vu l'URSS imploser en 91, on s'est dit bon, c'est fini. Le communisme, c'est fini.
il a disparu. On ne s'est pas aperçu que si les régimes étaient tombés, les structures, elles n'avaient pas bougé. Les nomenclaturas étaient toujours là. Les polices politiques étaient toujours là. Le KGB, 700 000 salariés, étaient toujours là. À cette époque, la Russie comptait encore 20 millions de communistes. Donc, une personne sur 10 dans ce pays était communiste. Dans ce sens-là, un procès sur le modèle du procès de Nuremberg était impossible. Le nouveau pouvoir en place, qui prétendait être démocratique, n'était pas intéressé par un procès de ce type. Car si un tel procès avait eu lieu, ils se seraient tous retrouvés sur le banc des accusés. Il n'y avait personne, même dans l'entourage de Yeltsin, pour soutenir l'idée d'un procès contre le Parti communiste soviétique. C'était le cas de Bourboulys, pourtant enseignant de longue date en sciences sociales dans les universités soviétiques, ou de Rudolf Pikoya, qui n'avait pas été un fonctionnaire important au Parti communiste. Mais tous en avaient été membres et avaient fait partie du pouvoir soviétique. Ils venaient tous du Parti communiste. Ils avaient tous bâti et développé leur carrière en s'appuyant sur le parti. Et c'est pour ça qu'il n'y a eu ni épuration, ni décommunisation, ni procès contre le communisme. Il n'aurait pas pu avoir lieu. Et les tentatives de Boukhovski pour convaincre Yeltsin de faire un tel procès étaient condamnées à l'avance. On a cru au miracle. On a cru que ça allait continuer. Et d'un seul coup, tout cet élan a été cassé par le désastre économique. Les conditions sociales sont devenues catastrophiques. Et d'un seul coup, les gens ont dit, bon, l'histoire, on verra plus tard. Pour l'instant, il faut bouffer. Il n'y a plus rien à bouffer. Au lendemain de la dissolution de l'URSS et de la démission de Gorbatchev, Boris Yeltsin convertit son pays à l'économie de marché. Confronté à une inflation explosive sans que les salaires suivent, la population crève de faim. La colère monte. Проработала всю жизнь. Кандидат наук, доцент. Я превратилась сейчас в нищую. У нас ничего не осталось. Народ за реформы, которые бы улучшали жизнь народа, но не за те реформы, которые ограбили народ. Я власть советов! Я власть советов! Après un état de grâce de quelques mois, le consensus pour la réforme se disloque. Le Parlement passe dans la résistance. Le Parti communiste renaît de ses cendres. Les communistes russes, qui ont empêché d'exister tous les autres partis pendant 74 ans, demandent l'annulation du décret Yeltsin du 6 novembre dernier, interdisant les partis communistes soviétiques et russes pour leur soutien au putsch du mois d'août. Ce procès qui a eu lieu en 1992, celui qu'on appelle le procès du Parti communiste soviétique, ce n'était pas une initiative de Yeltsin, ni de l'association Mémorial, ni de Vladimir Boukhovski. Il a eu lieu parce que les communistes se sont indignés que leur parti ait été interdit. Ils ont commencé à remettre en question le décret de Yeltsin quant à l'interdiction de l'activité du parti et de la confiscation de ses biens. C'est là que ce procès constitutionnel a vu le jour. Et bien entendu, l'administration de Yeltsin a engagé une contre-procédure. Сейчас многолетние деяния коммунистической партии предмет рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Не сомневаюсь, он вынесет справедливый приговор. Boris Yeltsin était très préoccupé par le procès constitutionnel. Et il était très préoccupé par la manière dont il allait se dérouler. L'entourage de Yeltsin, le côté présidentiel, voulait que je vienne et que je les aide sur cette affaire du tribunal constitutionnel. Donc, j'ai été invité à venir comme expert pour le camp présidentiel. Et j'ai dit, oui, je viendrai et j'aiderai. Mais nous aurons besoin d'avoir accès aux documents secrets, aux archives du comité central. Car si nous ne présentions pas ces documents au tribunal, nous ne pouvions gagner l'affaire. Ils ont promis qu'un tel accès serait organisé. Avant d'aller à Moscou au printemps 92, j'ai parlé avec mon éditeur français. J'ai dit, Charles, il y a une grande chance pour que j'ai accès aux documents secrets du comité central. J'ai besoin d'un contrat avec vous. Je vais écrire un livre avec ces documents. Et il m'a donné un contrat très généreux.
Donc, j'ai pu acheter un ordinateur et un scanner. Quand je suis arrivé à Moscou, les documents qui avaient été déjà déclassifiés pour le procès étaient une forme de mixture. Ils ne vous permettaient pas de suivre une ligne, comme un échantillonnage de différentes activités. Terrorisme, corruption, guerre. C'était très fragmenté. Il nous fallait quelque chose de plus systématique pour prouver quoi que ce soit. Donc, je devais faire de nombreuses demandes pour plus de documents. Les employés des archives étaient encore les mêmes que ceux qui travaillaient dans les archives communistes. Et ils n'avaient pas intérêt à m'aider du tout. Pour cela, je consultais les registres de documents. Il n'y avait pas d'autre moyen pour les commander. Il y avait seulement des noms, des dates, des codes. Donc, je devais deviner. Et c'était très difficile. Il y avait un détail dans le registre. Le niveau de secret était indiqué par une petite marque, OP, dossier spécial. C'était le niveau top secret. Donc, la chose la plus simple pour moi était d'insister sur l'ouverture de tous les dossiers portant la marque dossier spécial. Bien entendu, l'ouverture des archives a tout de suite inquiété de nombreuses personnes. Tous ceux qui avaient des documents les concernant étaient embarrassés. Il y avait beaucoup de documents qui parlaient du financement par le KGB de divers partis politiques étrangers. Il faut dire que le Parti communiste français était de loin le principal destinataire de l'argent de l'Union soviétique. 6 millions de dollars par an, alors qu'en Union soviétique, on n'avait rien à bouffer. Et bien sûr, ça a été un coup dur pour le Parti communiste français, pour le Parti communiste italien, qui étaient les principaux bénéficiaires de ces financements. Nous avons aussi découvert une lettre du secrétaire général du Parti communiste américain qui disait ne pas avoir assez d'argent pour payer sa villa. Et encore une fois, pour un pays pauvre comme le nôtre, c'était parfaitement étonnant. Après l'effondrement de l'Union soviétique, tous ces partis se sont retrouvés suspendus dans le vide. Moscou n'allait plus leur envoyer d'argent. Cela aussi a fait scandale. Bukovski a eu du flair. Il a senti que les archives n'allaient pas rester ouvertes bien longtemps. Il fallait que, d'une manière ou d'une autre, je copie ces documents. Et évidemment, copier était interdit, parce que copier veut dire publier. Heureusement pour moi, le règlement ne mentionnait pas le scanning. À cette époque, quand le règlement a été créé dans les années 70, le scanning n'existait pas. Donc, je me suis servi de ça comme un vide légal. Et dans le cas où j'aurais été stoppé, je pouvais toujours me défendre en disant qu'il n'y avait rien à propos du scanning, que je ne violais aucune loi. Début 92, je suis à Moscou en me disant, je vais voir si on peut avoir accès à les archives. Bon, j'avais rendez-vous à ce qu'on appelle la vieille place, des anciens bâtiments du comité central. Et dans le hall, qu'est-ce que je vois? Vladimir Bukovski. Ah, Vladimir! Ah, on s'embrasse. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me montre un espèce de stylo. Hein, il dit, vous voyez ça. Et il me dit, je suis en train de scanner les archives qu'on me donne. Et ils n'ont pas encore compris que je suis en train de leur piquer tout. Et moi, j'éclate de rire. Je trouvais le pied-nez formidable. Je trouvais ça extraordinaire parce que je me suis dit, il va leur faire sacrément mal. Il les a trompés. Mais encore une fois, tout est bon dans la guerre dans la guerre contre le système. Dans les locaux des archives nationales russes, une pièce a été attribuée à Bukovski. Et toutes les copies des documents qui arrivaient au tribunal constitutionnel, dont certains restaient classés secrets, passaient par la table de Bukovski, qui les scannait. Bukovski utilisait toute cette affaire à sa façon. Il restait assis et copiait des documents. Il savait que c'était interdit, mais il le faisait quand même.
Je me rappelle très bien être passé le voir pour fumer une cigarette, et il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps, que le moment était exceptionnel. Alors il fumait sans quitter les lieux, à l'endroit même où il faisait des scans pour constituer sa collection. L'ouverture du procès a beaucoup attiré l'attention des médias. C'était un grand événement en Russie et dans le monde. La salle était symboliquement divisée. Les anciens leaders communistes étaient assis d'un côté de l'allée et la nouvelle direction de Yeltsin du côté gauche. J'ai témoigné beaucoup plus tard. Au début, je ne faisais qu'écouter. Je cherchais des archives, les copiais. Je préparais. Ну а еще с более старой партийной номенклатурой разбираются в Конституционном суде России. Там продолжаются слушания по делу КПСС. За 30 лет моей работы в церкви я не знал ни одного священника, которого КГБ не пыталось завербовать. J'étais un peu fébrile parce que j'avais un temps limité et un matériel illimité. J'ai pu m'arranger pour scanner 7000 documents. Владимира Константиновича Буковского. Ce n'est sûrement pas le procès dont il avait rêvé. Il s'agit d'un tribunal constitutionnel qui ne peut que démontrer que le Parti communiste, en se substituant à l'État, était anticonstitutionnel, mais pas criminel. Qu'attendre de cette parade de l'élite soviétique? Tous ici sont membres ou fonctionnaires du parti. Хочу сказать, что вот за те 34 года, которые я прожил в этой стране, я испытал все виды репрессий. И утверждаю, что этими репрессиями руководил непосредственно КПСС и ее руководящие органы ЦК и Политбюро. J'ai témoigné très longtemps, plusieurs heures. J'ai présenté les documents, je les ai expliqués. C'était satisfaisant pour moi, parce que le tribunal ne m'a pas interrompu. Ils m'ont laissé parler autant que je voulais. Zorkin, qui présidait le tribunal constitutionnel, était dans une position très délicate. Je me souviens très bien de la conclusion que notre association mémorielle avait préparée. C'était une conclusion d'experts sur l'affaire du Parti communiste. Et Zorkin nous a dit alors que ce n'était que des reliques, comme si les faits présentés dataient de la préhistoire, et que cela n'avait plus d'importance. Les fusillades des années 30, les assassinats ordonnés par Staline. Selon lui, nous devions parler du décret constitutionnel de Yeltsin, et donc nous limiter aux 3 dernières années du Parti communiste soviétique. C'était une attitude fourbe, et les juges n'étaient pas tous d'accord. Неужели теперь, после всего этого, они все еще не знают об этом? Если знают, то почему же они не заберут свою жалобу и не уйдут тихо домой подумать о том, что они сделали? Il était convaincant. Il faisait des plaisanteries. Beaucoup ont apprécié son intervention. Et les communistes en ont beaucoup parlé après. Les auditions ont duré 6 mois. Et le jugement ultime du tribunal constitutionnel était une forme de compromis. D'un côté, le tribunal a trouvé que le décret d'Yeltsin était constitutionnel. Donc, les communistes avaient perdu leur procès. Mais d'un autre côté, la décision de ceux qui croyaient au communisme, les communistes, était libre d'organiser un nouveau parti communiste. Et ils l'ont fait. Quand, après les événements très durs du début de l'année 92, ont commencé les mouvements de protestation, ces mouvements de protestation se sont vite colorés de la couleur rouge du communisme. Alors, à cause de cela, peut-être bien que la Cour constitutionnelle a eu raison d'entrouvrir cette fenêtre pour le Parti communiste. Ça a été fait de façon répugnante. Déjà, à ce moment-là, plus personne ne voulait faire disparaître les principales institutions du pouvoir soviétique. Les démocrates ne pensaient qu'à une chose, l'argent. Cela aurait pu être le premier pas vers ce que nous appelions un Nuremberg. Or, ce procès a donné des résultats mitigés. Mais une chose cruciale en découle. On a pu constater que le pouvoir en Union soviétique s'appuyait sur la violence. C'est un postulat très important. Ce fait a marqué tout le procès. Il s'agit d'une déclaration officielle du 30 novembre 1992.
qui a été publié et qui nous donne la légitimité pour continuer à parler du pouvoir soviétique comme d'un pouvoir criminel. Le tribunal a préféré rester prudent, mais il a reconnu que le pouvoir soviétique a longtemps fait usage de violence et que ce pouvoir était concentré entre les mains d'un petit groupe d'individus, membres du Politburo. Le temps était venu pour moi de rentrer à Cambridge et j'ai dû commencer à trier l'énorme quantité de matériel que j'avais obtenu. Je savais qu'il n'y aurait pas de nouveau procès, du moins pour le moment. Mais à la place d'un procès, j'avais besoin d'une consultation publique pour réévaluer tout ça. Les documents n'étaient pas connus, ils étaient secrets. Donc, je voulais que le public les voie et juge par lui-même. En 1993, je triais les documents et commençais à écrire. En 1995, c'était publié en France. Je voudrais montrer cela à titre d'illustration. C'est une note de Staline condamnant à mort 6600 personnes simplement avec une simple signature. Simplement en écrivant rapidement sur un papier, d'un trait de plume. Mais vous diriez que ce livre, c'est un livre politique ou c'est un livre d'histoire ? C'est ma contribution au procès à venir. Je crois très honnêtement qu'un jour nous aurons effectivement un procès, qu'il y aura une haute cour qui se penchera sur ces archives, qui examinera les crimes du communisme, qui sont les plus grands crimes commis contre l'humanité de toute notre histoire. Je pense que si un procès contre les crimes du communisme avait eu lieu, beaucoup de choses auraient changé dans la tête des gens. Et ça aurait été le changement le plus important qu'on aurait pu espérer. La société aurait alors tenté de créer des mécanismes de barrage empêchant le retour vers un régime autoritaire. La première chose qu'a faite Poutine en accédant au pouvoir a été de faire fermer la chaîne NTV. Ça a été la première attaque contre la liberté d'expression en Russie. Si la condamnation par un tribunal avait existé concernant le communisme, s'il avait été stipulé que l'un des crimes majeurs du communisme, c'était la privation de la liberté d'expression, alors tout un chacun aurait pu dire à Poutine qu'il était en train d'enfreindre la loi en se référant à une décision du tribunal à ce sujet. Depuis 25 ans, le passé russe n'a jamais cessé d'être questionné avec passion. Le travail de mémoire sur les crimes du régime communiste soviétique reste encore et toujours une bataille entre la mémoire officielle propagée par le pouvoir et la mémoire vivante de la société. La Russie, comme toute l'Europe, n'arrive toujours pas à régler ses comptes avec l'expérience traumatique de son XXe siècle. Cette question de mémoire est une question politique. Depuis des décennies et des décennies, le récit emblématique de la gauche et des communistes en particulier, c'est les soviétiques, l'armée rouge, nous a sauvés à Stalingrad. Voilà. Donc, par définition, les soviétiques et les communistes sont dans le camp du bien, fondamentalement. Et les nazis sont les représentants du camp du mal absolu. Et ça ne se discute pas. Ça veut dire qu'on a porté le projecteur volontairement pour éclairer une partie de la scène historique tragique, les crimes du nazisme, et qu'on a éteint les projecteurs quand il s'agissait de regarder de l'autre côté s'il n'y avait pas des crimes dans les régimes communistes. C'est aussi simple que ça, c'est une question de mise en scène. Freud dit que la période de deuil ne s'intéresse pas uniquement aux êtres humains, ça peut être aussi une idée, une foi, une espérance. Et quand on perd cette espérance, on a aussi cette période de deuil. Or, quoi qu'on pense malheureusement de ce qu'a été le communisme depuis le début, un enfer, ça a quand même été malheureusement une espérance pour beaucoup. De fait. Donc, cette période de deuil, elle existe encore aujourd'hui, ce qui fait qu'on sait que ça a été mal, mais on ne veut pas connaître les détails parce qu'on ne veut pas nous faire souffrir, si vous voulez. On ne veut pas parler du cadavre. Et on y arrivera en vérité que lorsque tous les témoins, je dis bien tous les témoins de cette époque, même s'ils n'ont pas trempé dedans, auront disparu. À ce moment-là, l'histoire viendra. L'histoire viendra vraiment parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dira « Ah, moi j'étais là, moi je sais que ça s'est passé comme ça ». Non, l'histoire se fera. C'est impossible qu'au regard de l'histoire, ce crime ne soit pas reconnu comme tel, c'est-à-dire comme le plus grand qui n'ait jamais existé. You know this famous film by Milos Forman, the one who flew over the cuckoo nest. If you remember, Jack Nicholson at the end says, "Well, at least I tried. I did try, damn it."
At least we tried. No one else did.